Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver ce matin sur la chaîne pour parler de mes petites lectures, petites mais pas si petites que ça. Alors comme d'habitude, vous commencez à être habitué à ce phénomène, je lis apparemment de plus en plus rapidement et du coup il y a ceci à voir, il y a donc plusieurs choses dont nous devons parler. Il y aura ensuite évidemment mes lectures en cours et je vais également vous montrer les petits achats que j'ai fait cette semaine. Il y a quelques livres, donc je vais profiter de ce moment pour vous en parler. On va commencer. Je commence par le seul manga de toute cette pile, c'est celui-ci, Assassination Classroom, le premier tome que j'ai eu ici à 3 €. Comme vous pouvez le voir, ils ont collé un vilain stickers qui est très difficile à retirer, ça laisse plein de colle après, du coup je l'ai laissé. C'est un petit livre où je me suis dit c'est l'occasion de le découvrir vu qu'il faisait un prix dessus. Il attendait depuis un petit moment dans mon chariot et je l'ai sorti pour un petit peu découvrir cette série et j'avoue que je suis assez contente de l'avoir fait. Donc ici c'est assez particulier parce que à l'arrière c'est décrit comme la classe qui tue. Et en fait on va suivre une classe d'école, mais pas n'importe quelle classe parce que cette classe s'appelle 3E dans un collège et en fait tous les élèves qui sont dans cette classe ce sont des futurs assassins. Donc ils ont leur professeur qui est présent et la classe sert à former justement des assassins en puissance. Le professeur est assez particulier, il vient d'ailleurs et en fait il leur sert de cible, donc ils s'entraînent sur ce professeur. Ce professeur justement, c'est pas pour rien qu'ils s'entraînent et qu'ils essayent de le tuer, c'est parce que il a menacé en fait de détruire la Terre dans quelques temps et le seul espoir, parce que c'est un être assez particulier, qui a plein de talents, qui a une certaine puissance. Il n'a pas pu être détruit jusqu'ici par l'armée ou par des professionnels, on va dire. Du coup, le dernier espoir repose sur les épaules de cette classe pour essayer de le tuer avant qu'il ne détruise la Terre. Donc voilà, c'est assez loufoque comme histoire. Mais j'ai passé un très chouette moment. Ce premier tome m'a beaucoup plu. Généralement, je lis le 1, le 2 et le 3 pour vraiment me faire une idée générale parce que le 1 est souvent introductif. Mais ici, j'ai été accrochée directement avec le premier tome parce que l'histoire commence vraiment bien. C'est très peu introductif en fait. On avance directement dans l'histoire. Il y a déjà pas mal d'éléments qui sont intégrés dans ce premier tome. On voit plusieurs personnages aussi qui sont présentés. Il y a un intérêt en fait qui se fait dès la lecture du premier, donc ça c'est un très bon point. On est ici donc dans une histoire très originale, très décalée, farfelue, mais j'ai beaucoup aimé. Du coup évidemment je vais poursuivre cette lecture. C'est très surprenant, moi j'ai passé un très bon moment. Je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, ici on voit en fait le professeur qui ressemble à ceci. Donc c'est un personnage avec des tentacules bizarres, qui a pas vraiment de structure osseuse apparemment, et les élèves lui font des petites attaques surprises pour essayer de le tuer assez régulièrement. On va suivre cet élève-ci qui aborde cette problématique d'une façon assez intéressante. Il fonce pas dans le tas, je vous en dis pas plus. Mais voilà, on est sur ce genre de dessin. On est dans une histoire super originale comme je vous l'ai dit. Je vais continuer. On m'a dit qu'il y avait 21 tomes et que la série était finie. Donc ça c'est bien aussi parce que j'avais pas envie non plus de me lancer dans une série où il y aura peut-être des centaines de tomes et que c'était pas encore terminé. Donc ici il y en a 21. Après c'est terminé, donc je peux me permettre cette petite folie entre guillemets. Petit à petit je vais m'en procurer et les lire à mon aise. J'espère que ça continue à être aussi bien que dans ce premier tome. Alors, je viens de voir que j'avais oublié, non parce que j'ai bien aimé cette lecture, mais en fait il y a un second manga. C'est ces mangas qui sont plus grands, vous voyez, au niveau du format, les dimensions sont plus grandes que pour un manga normal. Donc j'ai lu celui-ci, premier tome,
que j'ai énormément aimé. La couverture est déjà magnifique. Je trouvais que le livre était très beau. À l'arrière, on a du doré comme ça. C'est très très joli. J'ai lu cette histoire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, on va suivre Chloé. Chloé qui est une petite fille de 7 ans qui vit dans une cité prison. Donc c'est une grosse cité mais qui est évidemment entourée, qui est clôturée par des murs très imposants. Et dans cette cité sont emprisonnés tous les plus grands, les plus dangereux criminels, enfin toute personne qui a commis un acte qui n'était pas légal est enfermée dans cette cité-prison. Donc il y a des bâtiments, il y a des appartements, enfin c'est vraiment une ville en elle-même. Et Chloé, elle est toute seule dans cet appartement avec son petit frère Locke qui est encore un bébé. Elle s'occupe de lui du mieux qu'elle peut parce que ses parents sont partis un jour dans la cité et en fait ils sont toujours pas revenus et on comprend que ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont pas revenus. Évidemment dans cette cité c'est extrêmement dangereux de se déplacer déjà la journée mais également le soir, comme ce sont tous des assassins ou des personnes dangereuses qui y sont rassemblées. Évidemment il y a pas de... il y a des gardiens qui les empêchent de sortir, mais à l'intérieur, c'est la loi du plus fort. Donc, c'est extrêmement dangereux comme contexte. Elle a jamais quitté cet appartement. Elle reste avec son petit frère et ils sont toujours là parce qu'ils bénéficient de l'aide d'un de leurs voisins qui leur apporte régulièrement de quoi manger, du lait pour le bébé, etc. Et Chloé, justement, va entendre des conversations de ses voisins et il prévoit de s'enfuir. Donc ce sera un petit groupe de 3 personnages apparemment dangereux qui prévoient de s'évader. Et le jour J, eh bien, Chloé va prendre ses affaires, prendre le bébé et décider de tenter sa chance avec eux. Donc elle va partir dans le plus grand secret et malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Il y aura un souci avec le bébé, avec Locke. Et on va suivre ensuite l'histoire de cette petite fille qui fait tout en fait pour son petit frère, pour le sauver, pour lui donner une meilleure vie. J'essaie de pas trop vous en dire parce que si je m'avance plus dans l'histoire, vous aurez trop d'informations à mon sens. Donc je vais m'arrêter là. On suit juste donc Chloé qui fait tout ce qu'elle peut pour son petit frère, pour Locke, et j'ai vraiment adoré ce premier tome. C'est une trilogie, donc j'ai déjà vu, j'attends le second et le troisième tome qui sont pas encore sortis, je pense. En tout cas, je les ai toujours pas vus en librairie. Donc j'attends parce que j'ai vraiment adoré. On se trouve comme ça dans un huis clos qui est assez angoissant. La mort est présente partout. On sent vraiment cette tension qui est présente au fil des pages. Le personnage de Chloé, elle a vraiment une très grande force parce que c'est une petite fille de 7 ans, faut pas l'oublier non plus. Et elle est très courageuse. Après, on va la voir évoluer et elle a encore plus de force en elle, de conviction, de principe, d'attachement à son petit frère. Bref, c'était vraiment excellent et j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Je vous montre quelques planches. Voilà, c'est assez sombre hein, comme vous pouvez le voir. On est dans une ambiance assez inquiétante. Je vais essayer de vous trouver quand même une image de Chloé. Voilà, ici Chloé et Locke. Donc ça passe très bien. On a des alternances avec de la lumière, des côtés un peu sombres et obscurs. Bref, c'est vraiment très chouette. Enfin, c'est pas une histoire chouette, mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire et je lirai bien entendu la suite dès que ce sera disponible. J'enchaîne avec celui-ci, donc Cozy Mystery, le 4e tome des détectives du Yorkshire qui s'appelle Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Je poursuis. C'est une de mes sagas préférées dans le Cozy Mystery avec bien évidemment son espionne royale, avec l'été meurtrier d'Oxford. Il y a également les enquêtes d'Anna Swenson. Celui-ci est une aussi de mes sagas préférées que je poursuis et que j'aime bien lire très régulièrement pour rattraper aussi mon... C'est pas un retard mais voilà, je suis au 4e tome et je pense que le 7 ou le 8 est déjà sorti.
Je crois qu'il y en aura 10 d'après ce qu'on m'a dit, si je me rappelle bien. Donc voilà, je continue, je poursuis, 4e tome ici. En plus, c'était parfait pour la saison parce que ça fait très printemps, hein, on a les petites jonquilles et tout ça. Donc c'était parfait pour l'inclure en cette période d'avril. Et j'ai adoré, bien sûr. J'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci, particulièrement. Les précédents, j'ai tout autant le même attachement, hein. Je passe toujours un très bon moment, mais ici, il y a vraiment beaucoup de choses dedans et j'ai apprécié. Donc on se retrouve toujours dans la même petite ville. On retrouve évidemment Samson et Delilah plutôt. Et ben Samson, il est dans les ennuis, mais jusqu'au-dessus de la tête parce que il va être arrêté. Donc dans les précédents livres, on comprenait qu'il avait des petits soucis, mais on savait pas quoi. Et ici, eh bien, il va être arrêté et accusé de meurtre. Donc son passé qu'il voulait à tout prix cacher, garder secret, eh bien, va être révélé à toute la ville parce que cette arrestation, elle va pas se faire discrètement. Et du coup, étant donné que la réputation de Samson était déjà un petit peu compliquée dans ce village qu'il a quitté pour ensuite revenir, eh bien c'est très difficile, c'est très tendu, surtout qu'il n'est pas accusé de n'importe quoi non plus, il est accusé de meurtre, je vous dis pas plus par rapport à cela. En même temps, eh bien il y a un empoisonneur de chiens qui sévit dans le village, donc c'est extrêmement tendu aussi de ce côté-là et ça inquiète le vétérinaire du village. Donc ça c'est au niveau des deux histoires qu'il y a dedans. On apprend des choses sur Samson, il y a cet empoisonneur qui sévit. Évidemment Delilah va un petit peu enquêter, mais Samson aussi va se lancer dans cette histoire parce qu'il y aura aussi un petit aspect par rapport à Nathan, donc le filleul de Samson qui va avoir des soucis et qui aura besoin d'aide. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses ici dedans. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré lire ce livre. Je l'ai lu extrêmement rapidement. Je pense qu'en une soirée, en fait, je l'ai terminé. J'avais hâte de poursuivre. J'étais à fond dans ma lecture. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur Samson, sur tous les soucis en fait qu'il a eu à Londres, qui ont fait qu'il ait dû revenir un petit peu se mettre au vert ici dans sa ville natale. On apprend aussi pas mal de choses sur l'entrepreneur là immobilier Rick Procter, si je me rappelle bien de son nom de famille, ce personnage qui est détestable et qui colle Delilah comme une tache de cambouis sur un smoking blanc. Il arrête pas de lui courir après et c'est un personnage qui est faux, enfin ça se sent tout de suite. Et ici on constate, on nous montre qu'il y a effectivement quelque chose de louche chez cette personne qu'on avait déjà deviné un petit peu précédemment. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'ai hâte bien entendu comme d'habitude de découvrir la suite. C'est un cosy mystery que je vous conseille si vous aimez le style et si vous savez pas vers quoi vous dirigez. Il y a celui-ci, il y a les autres également que je vous ai cités, que moi j'apprécie énormément, que j'ai un attachement et que je lis très régulièrement. Il y a certaines séries où je suis à jour et il y en a d'autres où je suis quasiment à jour parce que alors je les lis très régulièrement. Bref, un excellent moment. J'ai hâte de lire le 5e tome. Je l'ai pas encore ici, donc il faudrait que j'aille me le procurer, mais ce sera fait un jour ou l'autre, bien sûr. Je poursuis avec ceci, Le phare du bout du monde de Nikki Thornton aux éditions Michel Lafon. Cette fois-ci, alors c'est un second tome et il faut savoir que moi ces livres, donc c'est une petite série, hein, c'est les enquêtes de magiques de Seth Seppi, donc le personnage qu'on suit. J'ai fait tout à l'envers parce que j'ai commencé par le 3e tome, bon, en ne sachant pas que c'était une série. Ensuite, quand j'ai constaté que j'avais lu pas le 1er tome, je me suis procuré le 1er tome que j'ai lu et maintenant j'ai enchaîné
avec le second tome qui était dans ma pile depuis un moment. Et bon, c'est pas très grave hein, d'avoir fait les choses à l'envers parce que c'est des enquêtes. Donc on comprend très bien l'enquête en question, c'est une enquête par livre, c'est juste que les personnages sont récurrents et qu'on apprend un petit peu les connaître, qu'il y a une intrigue aussi au niveau des personnages récurrents, il y a une affaire à traiter, il y a un danger qui plane, donc il y a des révélations aussi par rapport à Seth Seppi et ses parents, sa maman notamment. Donc voilà, mais ça m'a pas empêché de bien apprécier cette lecture, vraiment au contraire. C'est très agréable à lire, c'est de la lecture jeunesse, livre jeunesse, donc c'est écrit grand, il y a un bon interligne, c'est très confortable. À chaque début de chapitre, on a le petit phare qui est remis, c'est très chouette. Et alors le livre est divisé en parties, donc on a à chaque fois une page comme ça qui reprend le décor de la couverture avec première, deuxième, je pense qu'il y en a 5 en tout et voilà. Donc une lecture très fluide, très agréable. Celui-là aussi, je crois que je l'ai lu en une soirée. Il fait 325 pages environ, donc ça se lit bien. J'ai apprécié me retrouver dans cette histoire. Donc ici on va suivre le personnage de Seth, hein, qui est le personnage récurrent, le héros de cette histoire, et il va se retrouver dans un phare, le phare Serpentaine, qui est un lieu assez inquiétant parce qu'il paraît qu'il serait hanté. Donc on apprend qu'il y avait un dangereux sorcier qui y habitait, qui menait des expériences interdites, et du jour au lendemain, il a disparu. Le phare a soi-disant été nettoyé de toute la magie qui pouvait y rester collée, attachée, et ce bâtiment a été racheté par une nouvelle propriétaire qui est tout à fait humaine, donc pas une personne magique, et elle voudrait le transformer en fait en hôtel. Donc il y a des travaux qui ont lieu, et Seth apprend qu'il y a eu pas mal de soucis, notamment que les ouvriers ont fui parce que il y avait des soucis de fantômes à ce qui paraît à nouveau. Donc il est assez intrigué, il va arriver sur ce phare et dès qu'il arrive, il y a une catastrophe qui va se passer parce que la propriétaire va être retrouvée dans sa baignoire, morte, de toute évidence assassinée. Donc l'enquête va commencer, l'histoire va débuter. Ça c'est au niveau de l'intrigue, donc je vais pas plus m'avancer à ce niveau-là. Seth va faire son enquête, il est toujours accompagné de son chat avec qui il peut parler, qui s'appelle Belladone. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très agréable de retrouver Seth, de me retrouver dans une petite enquête. On retrouve les personnages, comme je vous ai dit, qu'on avait découvert dans les précédents tomes, dans le premier tome d'ailleurs, parce qu'il va travailler souvent avec un inspecteur de police qui s'appelle l'inspecteur Platine. Il a également une amie qui s'appelle Angélique, qui vont aussi arriver et s'occuper de cette affaire. Donc on retrouve les petits personnages habituels qu'on avait découverts dans le premier tome. C'était très agréable, c'est très frais, c'est très jeunesse, c'est un très chouette moment de lecture. Voilà, moi c'est une petite série jeunesse que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille si vous aimez ce genre de lecture. Je passe ensuite à une suite de saga qui est le tome 2 de cette série, donc concernant le département V, Profanation de Jussi Adler-Olsen, au livre de poche. Je l'ai terminé et c'est une série que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu beaucoup de livres étant donné que ceci est mon second, mais j'aime beaucoup cette série de thrillers, j'aime beaucoup l'ambiance aussi qu'il y a dans ces livres et j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça se lit très vite parce qu'ils sont quand même assez épais, c'est des livres qui font 500 ou 600 pages, 560 pages, mais ça se lit tout seul, c'est extrêmement fluide. Ici on voit le changement de couleur, je viens de m'en rendre compte, soleil, pas soleil. Bref, ça prouve que ça fait un petit moment qu'il attendait en fait dans ma palle et voilà, maintenant la lecture est faite. Alors on retrouve l'inspecteur Karl Mork qui est le chef du département V avec son adjoint Assad, personnage assez intéressant. Un dossier va atterrir vraiment par hasard sur son bureau. Il sait pas qui l'a apporté là, il sait pas d'où ça sort. Et en fait, il s'agit d'une ancienne enquête
Jusque-là, rien d'anormal. Mais dans cette ancienne enquête, cela concernait un double meurtre. Donc il y avait 2 jeunes gens qui ont été tués. Ça a été fait en 1987. Et le meurtrier a été arrêté. Il s'est dénoncé, il a tout avoué et il est en prison depuis plusieurs années. Donc c'est assez étrange que cette enquête qui, de toute évidence, est clôturée, se retrouve sur son bureau comme un signe comme quoi l'histoire n'a pas été bien menée ou n'est pas clôturée. Donc il va se pencher là-dessus. Il va constater qu'il y a des petites anomalies effectivement dans ce dossier, qu'apparemment ça a été un petit peu clôturé à la va-vite et qu'il y a aussi référence à une bande de jeunes à l'époque, hein, de jeunes ados qui auraient été impliqués dans cette affaire. Ils ont pas été inquiétés évidemment par la justice vu que quelqu'un s'est dénoncé, mais voilà, il y a apparemment quelque chose de louche, surtout que cette bande, elle a, c'est assez particulier, c'est des jeunes qui font partie de la riche bourgeoisie, on va dire, bref, des fils à papa, des personnes dont la famille ont les moyens, a les moyens de camoufler des choses éventuellement. Donc évidemment, Carl sent qu'il y a un truc qui n'est pas net dans cette histoire. Il va commencer un petit peu à enquêter, à bousculer un petit peu, à interroger certaines personnes. Ça ne plaît pas parce qu'apparemment il va directement recevoir l'ordre de sa hiérarchie de arrêter de faire ses recherches dans cette histoire. On lui dit clairement que cette enquête elle est clôturée et que du coup il doit laisser tomber. Et évidemment, connaissant l'inspecteur, le caractère de Karl Mork, il suffit de lui dire fais pas ça pour qu'il le fasse à fond. Donc on lui refuse cette affaire, et bien il se lance à fond dans son enquête et évidemment il y avait quelque chose de pas clair, c'est évident. Là pour l'histoire de ce second tome, Profanation, et comme je vous l'ai dit, c'était excellent, aussi bien que le premier tome. J'ai adoré me retrouver au département V, retrouver Karl, retrouver Assad. Il y a un nouveau personnage qui arrive en plus au sein du département, un personnage féminin qui s'appelle Rose, qui apporte quelque chose dans cette équipe. C'était assez sympa de faire sa connaissance. Alors c'est un récit très sombre hein, par contre, parce que on va parler de tout ce qui est la corruption, tout ce qui concerne le pouvoir de l'argent, toutes ces personnes voilà, qui ont des grosses fortunes, qui ont une certaine position, ont l'occasion, ont la possibilité eh bien, de ne pas être inquiétés par la justice s'ils commettent des méfaits ou des crimes. C'est une image très noire de la société de manière générale qui est montrée ici. Donc on va découvrir aussi plein de sombres secrets sur la petite bande d'ados en question qui actuellement a grandi. Ce sont maintenant des adultes qui ont des entreprises et tout ça, qui réussissent bien professionnellement, mais qui ont c'est pas des pulsions, mais oui, qui ont vraiment des hobbies répugnants. Voilà, je sais pas trop comment le dire autrement. Bref, ce sont des personnes qui sont pourries jusqu'à la moelle. Donc on va découvrir tout cet aspect-là aussi sur cette petite bande. C'est une histoire de vengeance également. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est un thriller qui est très addictif, qui se dévore. C'est une excellente série que moi je vais continuer. Je vais me lancer dans la lecture du 3e tome. Bon, de nouveau, comme pour les détectives du Yorkshire, je n'ai pas le 3e tome. Donc il faudra que je fasse un petit tour en librairie ou que je fasse une petite commande bientôt pour pouvoir continuer, parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est très très bien fait. C'est addictif. Ouais, c'est vraiment prenant. Si vous aimez ce genre de thriller, vous pouvez y aller. Vraiment, je vous conseille cette série parce que c'est vraiment très très bien fait. J'ai également lu ceci, Par le fer et le feu, qui est un livre auto-édité. Je vous en avais parlé, je pense, la semaine passée. C'est écrit par R. On se dort. La couverture était très jolie.
L'histoire qui était décrite m'intéressait. Le livre est vraiment très beau. Il y a un très beau travail. Ici, au début des chapitres, on a à chaque fois ceci. La première lettre, elle était très travaillée comme ceci au niveau de la calligraphie. En bas, à chaque numéro de page, hop, voilà, on a des petits griffons. En tout cas, ça y ressemble un petit peu. Et j'étais assez curieuse de découvrir un livre auto-édité. L'histoire, ça parlait de succubes, ça parlait de... on était au Moyen-Âge, de humains, de succubes, de tout ce qui concerne aussi les monstres, enfin... Les divinités, ça m'avait assez intriguée, donc j'ai eu envie de le découvrir. Donc à l'arrière, il est indiqué comme étant de la fantaisie noire, drame, romance psychologique, et il est clairement indiqué que ce livre n'est pas destiné à la jeunesse, et effectivement, clairement pas. C'est un livre pour adultes et pour public averti. C'est la première fois que je lis un livre de ce style. Mon avis est assez mitigé. Ça se lit bien parce que je l'ai terminé. Il fait 370 pages environ. C'est clairement pas ce que je lis d'habitude, mais je me suis dit il faut être un petit peu curieux aussi de temps en temps. Donc je me suis lancée dans cette lecture. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ça parte vers ceci. Quand j'avais vu Fantaisie Noire, je pensais pas qu'il y aurait c'est pas vraiment de la romance. Bref, je vais vous expliquer de quoi ça parle et ensuite je vous dirai mon sentiment par rapport à ça. Donc on est au Moyen-Âge, une époque assez particulière hein, au niveau des croyances, etc. Et il y a une peur des êtres humains, des hommes notamment, parce que ils peuvent être tourmentés, on va dire ça comme ça, par les succubes. Donc des succubes, ce sont des créatures fantastiques qui leur font en gros perdre la tête et ensuite qui les tuent. Et on va suivre le personnage d'Alban, qui est un homme, maintenant qui est un homme, mais quand il était plus jeune, en fait, sa famille a été frappée par ce problème de succube parce que son père est décédé après la visite d'un succube. Sa mère, elle a eu... évidemment, les femmes sont jamais bien vues, hein, surtout pas au Moyen-Âge. Bref, elle a dû s'exiler dans un couvent. Tout ce qui était féminin dans la maison a été tué, donc tous les animaux, etc. Parce que les succubes, en fait, prennent possession de tout ce qui est féminin pour attirer les hommes dans leur filet. Donc pour pallier à cela, la seule solution c'est de tuer tout ce qui est féminin, sympathique. Donc la maman, elle a été envoyée au loin comme pénitence dans un couvent. Elle a dû se crever les yeux. Enfin bref, c'était pas très sympathique. Les enfants, lui, il avait des frères. Lui, c'était le plus grand et depuis ce jour-là, c'est un misogyne extrême de fou qui vit tout seul, qui gagne sa vie en tuant des créatures fantastiques justement. Il a une haine en lui, il a une colère en lui incroyable. En gros, c'est devenu un vengeur presque qui voue sa vie à tuer toutes ces créatures fantastiques, succubes, dragons. Il se tient en retrait de tout ce qui est des femmes, de même toute créature féminine aussi, que ce soit chat, mouton, enfin... Il est vraiment à l'écart de ça, il est dans sa bulle, il est très fermé, il ne crée de lien avec personne, bref. Et apparemment, les succubes font des petits jeux entre eux, se lancent des défis et il y a une succube qui va être envoyée, donc ce sera un défi. Ils font régulièrement ce genre de choses en se disant voilà, maintenant tu dois séduire tel homme et essayer de lui arracher son cœur, son âme, ce genre de choses. Chacun ses hobbies et il y a une succube qui est envoyée pour justement arriver à séduire et ensuite tuer Alban. Vu le caractère du personnage, elle doit prendre une forme différente, évidemment.
Et ensuite, on va suivre ces deux personnages. Elle va prendre la forme d'un animal, mais un animal inhabituel. Je vous dis pas lequel, mais voilà, c'est assez inhabituel. Un animal qui a justement une aura un peu sacrée qui permettra de pallier justement tout l'aversion que Alban porte aux femmes, à l'aspect féminin en lui-même. Il va accepter cette créature et ensuite on va les suivre. Ils vont échanger, ils vont discuter et d'un côté il y a Alban qui est super fermé, super méfiant et de l'autre côté il y a cette succube qui dans un premier temps essaye de tout faire pour arriver à le séduire et arriver à le tuer. Voilà, je vais m'arrêter là dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, c'était une lecture assez mitigée. Déjà parce que il y a beaucoup de grossièreté. Donc moi, j'ai pas l'habitude, spécialement moi-même, de dire des gros mots. J'ai pas été éduquée comme ça. Donc évidemment, parfois, il y a un mot qui peut partir, mais je veux dire que dans mon langage habituel, je ne jure pas comme un charretier toutes les 5 minutes. Et ici, eh bien, Alban, c'est voilà, c'est des insultes, c'est des injures quasiment constamment. C'est très cru aussi parfois. Alors ok, on est au Moyen-Âge, mais quand même, il y a pas mal de violence aussi. Donc voilà, ces petites choses m'ont pas spécialement plu. Au début, quand je l'ai lu, je me suis fait ouais, enfin ça me dérange en fait qu'il y a tout le temps des injures, des mots insultants à toutes les pages, mais j'étais curieuse en fait de l'histoire, donc j'ai continué. Après, entre guillemets, on s'habitue parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond qui va se passer. La relation entre Alban et cette succube qui s'est transformée en créature particulière va évoluer, ils vont échanger, enfin il y a un lien qui va se créer, donc c'est fait petit à petit. Ça c'est bien aussi parce que ça arrive pas non plus du jour au lendemain. Bref, Alban la veille c'est un misogyne de fou qui presque tue toutes les femmes sur son passage et le lendemain boum il est amoureux de... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a vraiment un lien qui se fait, qui est progressif, avec parfois des retours en arrière. Donc ça c'était vraiment très très bien fait, j'ai apprécié. La fin elle m'a surpris. Je m'attendais pas à ça, vraiment pas. Et il y a aussi une chose intéressante parce qu'il y a la fin en elle-même, mais il y a aussi une scène bonus ici avec un avertissement où il est mis que cette scène est optionnelle et qu'elle clôture l'histoire d'une autre façon. Et que donc on peut choisir de la lire ou pas et choisir en fait la fin qu'on désire. Donc ça, j'ai bien apprécié le fait d'avoir une double fin et on peut choisir celle qu'on veut. Dans tous les cas, les deux fins sont assez intéressantes à mon sens, elles sont assez crédibles. C'était une lecture différente de ce que je fais d'habitude. Je sais pas si je vais aller vers d'autres lectures de ce genre. J'ai passé un bon moment, le livre s'est lu très vite, mais voilà, c'était assez mitigé parce que je suis pas habituée. Peut-être que c'est parce que je suis pas habituée à la fantaisie noire, à ce type de romance. Donc ça m'a pas emballé non plus des masses, mais il y a plein de choses qui étaient vraiment très intéressantes, qui étaient crédibles, qui étaient bien travaillées, et il y a d'autres choses qui ne m'ont pas plu dans cette lecture, mais voilà, je suis contente d'avoir découvert, quoi qu'il en soit, cette lecture, et j'ai passé malgré tout un moment assez bon avec cette histoire. Je vais vous parler maintenant de BD qui m'ont été prêtées par ma sœur, donc merci mon pigeon. C'est le premier et le second tome de La Sentinelle du Petit Peuple. On a le premier tome avec La Pommade de Fée et le second tome ici avec Les Larmes du Dragon. Il y a 3 tomes actuellement, on les voit ici derrière. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis et...
qu'il y en a plus qui sont prévus. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire. C'est aux éditions Dupuis. C'est fait par Forns, Carbone et Barreau. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très très chouette. Donc dans cette histoire, donc le premier tome, on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Elina, qui, avec sa mère, c'est une ado, elle arrive chez sa grand-mère Adélaïde qui a eu un accident et qui se retrouve immobilisée et du coup placée dans une maison de repos le temps de sa guérison. Sa grand-mère va annoncer en fait à Elina qu'elle est la nouvelle sentinelle. Donc sa grand-mère elle-même, Adélaïde, était la sentinelle qui est la protectrice, la gardienne du petit peuple et elle lui transmet en fait ce rôle étant donné que elle, eh bien déjà de 1 elle est âgée et de 2 elle est immobilisée et du coup plus chez elle, donc elle ne sait plus remplir son rôle de gardienne. Elina apprend qu'elle doit donc maintenant protéger le petit peuple qui est constitué de personnages féeriques, hein, on le voit très bien ici, on a des lutins, on a des fées, on a des ondines, des nymphes, enfin, tout ce genre de créatures. Et Elina va, comme première tâche, va devoir confectionner une pommade magique qu'elle appliquera ensuite sur ses paupières pour pouvoir voir ce petit peuple, voir tout ce monde. Une fois qu'elle découvre ce nouveau monde féerique, on va lui annoncer qu'il y a un souci. Parce qu'il y a une ondine qui a mystérieusement disparu près d'un lac, le lac aux oiseaux, me semble-t-il. Sa disparition est très inquiétante, elle menace l'équilibre justement de ce lieu, de la nature et tout ça. Donc il est impératif de la retrouver et Elina va commencer à se lancer dans cette première mission de sentinelle. Ça c'était pour le premier tome. Et pour le second tome, eh bien, Elina va devoir retrouver un dragon, oui, c'est un dragon, et obtenir ses larmes afin de pouvoir confectionner la pommade magique. Parce que dans cette pommade magique qui lui permet de voir le petit peuple, comme ingrédient, il y a des larmes de dragon. Elle en a plus en stock et étant donné que si elle ne s'applique pas la pommade sur les yeux, elle ne verra plus les créatures et donc elle ne pourra plus être la sentinelle. Donc il y a un danger, un souci. Ici la mission est de trouver un dragon, d'obtenir ses larmes pour pouvoir refaire de la potion. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'histoire de ces deux petites BD. Évidemment Elina, quand elle va voir toutes ces créatures, elle va se faire des nouveaux amis, notamment Liam et Nelvina. Qu'on voit ici, voilà, ça c'est Nelvina et Liam, il est ici. Donc ça c'est une petite fée et un lutin qui vont l'accompagner très souvent une fois qu'elle aura découvert tout cet univers. Et c'était très chouette, très mignon. C'est très joli comme BD, c'est très coloré. J'ai apprécié ces deux premiers tomes. L'histoire, elle est pleine de magie, pleine de créatures, avec des belles valeurs, avec des beaux messages. C'est très axé sur la nature, sur le respect de la nature. Bref, c'est très très agréable à lire. J'ai beaucoup apprécié aussi la relation entre Elina et Adélaïde, donc sa grand-mère, qui sont très proches, qui sont complices, qui partagent un secret qui passe vraiment au-dessus de la tête de sa maman, qui est donc la fille d'Adélaïde, qui n'a jamais cru à toutes les balivernes que sa mère lui racontait quand elle était plus jeune. Et du coup, ça saute une génération parce que c'est Elina qui, elle, constate que sa grand-mère avait raison et elle croit au fond de son cœur à toutes ces histoires que sa grand-mère lui a racontées, ce qui fait qu'elle est apte à devenir la sentinelle. Voilà, c'est poétique, il y a de l'humour également, donc c'est assez chouette. Ça conviendra aux jeunes enfants comme aux adultes. Moi, j'ai passé un bon moment, mais ma sœur, en me les passant, m'avait dit qu'elle pensait les confier à son fils. Donc mon filleul de 8 ans, elle m'a dit oui, je pense que ça pourrait être bien pour lui. Si tu le lis, dis-moi ce que tu en penses. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça pourrait tout à fait lui plaire parce que c'est un très joli livre. Vous voyez ici les quelques planches, comme je vous l'ai dit, hein, colorées, très axées sur la nature. Hop, ça c'est une planche avec sa grand-mère Adélaïde. C'est tout mignon.
Il y a plein de belles choses dans cette BD. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez leur confier cette BD. Si vous êtes adulte, eh bien vous pouvez aussi les lire parce que ça fait du bien aussi en tant qu'adulte de se replonger dans un monde magique tel que celui-là. Alors je termine par un coup de cœur. Celui-ci, Après l'océan, de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Alors de Laurence Perrin, on voit ici, j'ai même mis un post-it. C'est extrêmement rare. Je crois que c'est la première fois que je mets un post-it. J'avais déjà lu, j'ai découvert Laurence Perrin avec L'aile des Vierges. Immense coup de cœur, j'avais adoré. Le livre, il est toujours ici. Je l'ai dans son édition France Loisirs, enfin Belgique Loisirs à l'époque. J'ai également lu Anna, que j'avais beaucoup aimé. J'ai également lu Miss Cyclone, que j'avais apprécié, mais voilà, un peu moins. Mais sinon, Anna et L'aile des Vierges, au niveau, j'avais adoré. Il faut aussi que je lise les autres livres qu'elle a sortis, mais j'avais envie de me relancer dans cette lecture et j'avais entendu parler de ce livre qui se passe en 1912, donc au moment où le Titanic a sombré, et ça a titillé mon intérêt. En allant en librairie justement cette semaine, le hasard fait que je l'ai trouvé sur le présentoir, donc apparemment il vient de sortir en poche. Et j'ai pas hésité. Donc je l'ai pris. Le soir, je l'ai commencé et en quelques heures, il était terminé parce que j'ai adoré cette histoire. Donc, comme je vous l'ai dit, on est en 1912, à une date qui a marqué les esprits avec le naufrage du Titanic. On va suivre Leta qui, avec sa famille et son mari, avait embarqué sur le Titanic. Donc elle vient d'Angleterre, des Royaume-Uni, donc du Royaume-Uni, et famille de commerçants. Ils tenaient une boulangerie, donc ils faisaient des tourtes et des pâtisseries anglaises. Ils ont eu une opportunité de se rendre aux États-Unis pour lancer ce commerce et agrandir ce commerce qui était encore qui est méconnu à cette époque aux États-Unis. Donc ils se sont tous lancés dans cette aventure, ils ont tous embarqué dans le Titanic en seconde classe et évidemment, eh bien, il y a eu le souci que nous connaissons. Les deux seules personnes de cette famille qui ont survécu, c'est Leta et sa petite sœur Molly. Elles arrivent donc aux États-Unis seules, sans argent, sans matériel personnel, enfin sans valise, enfin sans quoi que ce soit. Elles vont être évidemment recueillies. On va loger tous ces rescapés. Et la question qui se pose, c'est bien, c'est que faire quand une catastrophe pareille arrive? Comment déjà de 1 s'en remettre et de 2 que faire quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne sur place. On était là pour lancer une activité, mais il y a la moitié de sa famille, les 3/4 de sa famille qui ont péri. Le problème aussi, c'est que depuis ce naufrage, eh bien la petite sœur de Leta, Molly, elle est traumatisée et donc elle ne parle plus. Elle a des absences, enfin elle est ailleurs de temps en temps, donc c'est aussi une situation qui inquiète beaucoup Leta. Donc il y a tout ce questionnement par rapport à quel avenir ont ces deux femmes aux États-Unis. Ça c'est pour l'histoire et c'était magnifique. J'ai adoré, comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur. Ça se lit tout seul, en tout cas moi je l'ai dévoré sans souci. Ça parle de vraiment beaucoup de choses, parce que déjà c'est une histoire magnifique, vraiment touchante, très poignante, qui est racontée d'une manière grandiose. J'adore la plume de Laurence Perrin. Je me rappelle, enfin je me suis dit oui voilà, c'est pour ça en fait que j'avais envie de me replonger dans ces livres, c'est pour retrouver ce style, pour retrouver toutes ces émotions dans la lecture et c'était vraiment incroyable. Il y a beaucoup de thématiques, des thématiques difficiles aussi parce qu'on va parler évidemment des traumatismes causés par ce naufrage, de la méconnaissance des médecins face aussi aux problèmes psychologiques
à cette époque. On parle de la dépression. Dépression qui est soignée, enfin soignée si on peut appeler ça soignée, d'une façon mais horrible. Donc tout ce qui était problèmes mentaux à cette époque, eh bien c'est une catastrophe au niveau de l'accompagnement médical, surtout pour les femmes, je pense, qui sont sujettes à des crises, hein, évidemment à cette époque, des crises d'hystérie, pas vraiment des problèmes de dépression ou d'angoisse. Donc on va voir tout cet aspect avec le personnage de Molly, la sœur de Letta. Il y a un questionnement aussi sur qu'est-ce que le bonheur, à quel moment on est heureux. Donc c'était très intéressant aussi. J'ai beaucoup apprécié toutes ces thématiques. On y aborde aussi les différences de classe qui sont fort marquées. Ici on a Letta qui était en seconde classe. Chose intéressante à la fin, on a des petites informations, donc ils mettent ici aux dernières pages que il y a eu en fait 1491 morts et qu'il y a 710 personnes qui ont survécu. Et dans les morts, dans ces 1491 morts, 38% de passagers de première classe, 59% de passagers de deuxième classe, 76% de passagers de troisième classe. Donc on a des petites informations comme ça historiques. C'est extrêmement bien documenté, ça il faut le savoir. Donc c'était vraiment très agréable. Donc ça parle, comme je l'ai dit, des différences de classe qui sont très marquées. Moi, il y a un passage qui m'a chamboulée. Je vous dis pas ce qu'il en est, mais si vous le lisez, ça concerne quand on donne l'information à l'État que il y a un bateau qui va retourner sur place pour essayer de ramener le plus de corps possible pour évidemment les enterrer, etc. Moi, il y a eu une information à ce sujet qui m'a choquée. Donc des thématiques, voilà, très intéressantes que j'ai beaucoup appréciées. J'ai tout apprécié, mais c'était vraiment très intéressant. J'ai appris pas mal de choses aussi. On y parle de la médecine à cette époque, notamment l'utilisation du laudanum, qui est en fait une drogue, mais qu'on donnait presque comme des bonbons au miel pour régler tous les problèmes, alors que ça ne faisait qu'aggraver la situation, évidemment. Bref, ouais, extrêmement bien, extrêmement poignant, extrêmement intéressant. Je vous le recommande. C'est un roman qui est magnifique et je l'ai plus qu'apprécié. Je vais continuer maintenant avec mes lectures en cours. Alors, je suis toujours dans celui-ci, donc Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Le premier tome, Manèche. J'ai avancé, je suis à la page 172. C'est une belle brique, c'est de la fantaisie assez complexe, assez profonde, donc qui demande quand même une certaine attention, mais j'aime beaucoup cette lecture, donc je me laisse porter tranquillement dans cette lecture. Je l'ai pas ici avec moi, mais je vous l'ai déjà présenté vu que je continue aussi La Maison des Feuilles, qui est un livre lourd dans les deux sens, parce qu'il pèse une tonne et en plus c'est une lecture assez particulière qui nécessite aussi beaucoup d'attention, la mise en page très particulière aussi, donc je vous en avais déjà parlé la fois passée. Je suis toujours dans cette lecture également. Je viens de commencer aussi celui-ci qui est Une voisine encombrante de Charlie Lapenna aux éditions Pocket. Je viens de commencer, j'ai lu le prologue et je vais entamer le premier chapitre. C'est une autrice dont j'ai entendu parler et celui-ci était dans ma pile à lire parce que je l'avais trouvé il y a quelques mois maintenant et la petite histoire ici à l'arrière m'intéressait, j'étais curieuse de découvrir et maintenant en sachant qu'en plus c'est cette autrice dont j'ai entendu parler assez souvent et j'ai eu envie de le découvrir, donc il y a celui-ci et il y a également celui-ci, le troisième et dernier tome
de la trilogie de sang et d'écume et de glace, le troisième livre Atlantis de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Ça c'est un de mes achats de cette semaine, donc je vais vous les présenter après les autres, mais celui-ci en faisait partie. C'est une sortie que j'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup cette trilogie. Je vous en ai déjà parlé avant pour vous présenter le premier et le second tome me semble-t-il, donc j'avais envie de savoir ce qui allait se passer et de clôturer bien une saga en plus. Je n'ai pas attendu pour le commencer étant donné que je l'ai commencé hier. Je suis à la page 34, le chapitre 3. J'ai lu un peu avant de dormir et comme j'étais crevée, je n'ai pas lu plus. Je vais le continuer aujourd'hui. Je suis contente de me retrouver dans l'univers. Ça parle de sirènes, ça parle d'océan. Il y a pas mal de choses dans cette lecture et chose intéressante, il y a un résumé du second tome étant donné que ça fait quand même un petit moment que j'ai lu le deuxième tome pour un petit peu rafraîchir la mémoire, c'était très bienvenu donc je me lance dans cette lecture. Et voilà, donc ça c'est mes 4 lectures en cours. Je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine parce que sans doute que certains seront lus, je pense bien. Alors je vais maintenant vous présenter les petites acquisitions de la semaine. Évidemment, il y a le troisième tome dont je viens de vous parler, le tome 3 Atlantis. J'ai également craqué pour celui-ci, le Brandon Sanderson, donc Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. C'est le deuxième projet secret de Brandon Sanderson pour cette année. Le premier c'était Tress, il est juste là. Hop, Tress de la mer Émeraude dont je vous ai parlé parce que dès sa sortie je l'ai lu directement et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai pris en version collector, j'ai pris aussi le second en version collector. Je vais essayer de les avoir tous en version collector parce que je les trouve trop beaux. À l'intérieur, je vous montre un peu, hop. Il y a des illustrations. Dedans aussi, j'ai déjà pu voir qu'il y a des petites choses comme ça. Un peu partout. Assez régulièrement. Hein, des petites facs. Bref, j'ai pas voulu savoir de quoi ça parle parce que c'est un projet secret, donc moi je vais avoir la surprise au moment de la lecture et c'est une de mes prochaines lectures aussi qui est prévue parce que je me suis décidée à les acheter mais les lire et pas attendre des mois ou des années avant de les lire, donc je suis motivée à les lire tous cette année. Ils sortent cette année et je les lirai à chaque fois cette année. Donc il y a ce second tome, enfin pas second tome mais deuxième projet, je suis très contente de l'avoir. J'ai également craqué pour celui-ci, Pénélope, reine d'Ithaque, dans sa version hardback avec le jaspage. Ici, très joli, les bords sont comme ça en brun, haut et bas. C'est un premier tome, c'est le chant des déesses aux éditions Hauteville. Moi, tout ce qui concerne l'Antiquité et la mythologie de manière générale, ça me convient. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci que je trouve vraiment très élégant. Ça me fait penser un petit peu aux amphores grecs au niveau des couleurs et du dessin. Donc, voilà, je suis curieuse de le découvrir. Je me suis également pris 6 couronnes écarlates. Ça, c'était une sortie que je voulais absolument aux éditions Rajo. C'est écrit par Elisabeth Lim. C'est une duologie, si j'ai bien compris. Donc, il y a un second tome qui va sortir. Je l'ai pris en hardback parce que je le trouve magnifique. Donc, il y a la couverture, voilà, comme ça. La jaquette, hop, hop. Et à l'intérieur, je vous montre parce que il est comme ceci. Voilà, côté. Et le dos est en noir, mais je trouve que c'est magnifique. Ce noir avec le bleu qui ressort comme ça. Bref,
l'histoire, j'en avais entendu parler parce que c'est la bibliothèque d'Emilia, si je me rappelle bien, qui en avait parlé parce qu'elle l'avait lu en anglais et elle avait adoré cette histoire. Elle avait un très bon avis dessus, donc je m'étais dit que j'allais craquer pour sa sortie dès qu'il serait là en français. C'est donc chose faite. C'est un peu... c'est une histoire d'un conte, si j'ai bien compris. Donc une magie ancestrale. On a 7 enfants de l'empereur qui apparemment ont été transformés en oiseaux, en grues. Et si la princesse en question prononce un mot, eh bien un de ses frères mourra. Donc il y a un genre de malédiction comme ça qui pèse sur la princesse et ses frères. Bref, ça m'intriguait et je pense que je vais beaucoup apprécier. Et je me suis pris aussi ceci. Cette BD qui vient des éditions Rue de Sèvres, évidemment c'est Autant en emporte le vent. Il y a 2 livres prévus, je vois ici à l'arrière. C'est un livre que j'avais vu déjà à la foire du livre de Bruxelles début du mois d'avril. Je l'avais pas pris à ce moment-là, mais je l'avais bien noté dans ma tête. Et là, en me rendant en librairie, je l'ai vu sur le présentoir et je me suis dit ok, j'avais déjà eu envie de le prendre à la foire du livre, mais je l'avais pas fait. Donc ici, je l'ai pris, il est magnifique. Vraiment, je le trouve splendide. Il est assez épais, il est assez grand. Moi, Autant on emporte le vent, c'est une histoire que j'adore. J'adore le film, j'adore cette ambiance. J'ai lu aussi les livres des éditions Gallmeister qui sont magnifiques. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la BD, eh bien, c'était évident que j'allais craquer à un moment ou à un autre. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça, c'est mes achats et j'ai également eu un cadeau. Donc celui-ci de Julia Glass, Une maison parmi les arbres des éditions Gallmeister. C'est un livre que j'avais vu et qui m'intéressait assez et donc on m'a offert très gentiment ce livre. C'était une surprise, donc je suis vraiment ravie, très contente de l'avoir. J'ai oublié un truc, donc je vous montre aussi dans mes réceptions de la semaine. J'ai reçu celui-ci, je me le suis commandé directement aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure et c'est le 7e tome, si je me trompe pas, de Anne de Green Gables, qui est absolument magnifique. Pour l'instant, j'ai lu le 1, donc Anne de Green Gables, et le 2 qui est Anne de Redmond, si je me souviens bien. Le 3e est dans ma palle du printemps, donc je vais me le caser. Et j'ai aussi pris les marque-pages de tous les livres que Monsieur Toussaint l'Aventure a fait. Donc ça, c'est le premier. Anne de Green Gables, ça... c'est pour le second que j'ai lu aussi. Voilà pour le 3e qui est dans ma palle que je vais lire durant le mois de mai, je pense. Ensuite, il y a celui-ci. Je les ai tous, les livres, donc ils m'attendent sagement dans ma palle. Le suivant. Celui-ci également, ils sont trop beaux et... celui pour le livre que je viens de vous présenter. Je suis super contente. En plus, j'ai reçu celui-ci, donc qui est la couverture du livre. Hein. Donc ça, c'était un petit plus. Et j'ai également reçu ce marque-page là. Et à l'arrière, c'est les grands animaux, chefs-d'œuvre, grands romans et livres cultes, avec la petite liste des livres. Moi, j'en ai un qui a une couverture comme ça, un petit peu mystique, qui m'attend dans ma palle. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir déjà reçu les marque-pages que j'avais commandés et trop contente d'avoir reçu celui-ci. Ils sont trop beaux, ils sont dans ma bibliothèque ici un peu plus haut. Voilà, vous les voyez, ils sont ici. Ma petite collection
Et voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelles sont vos lectures du moment. Bref, n'hésitez pas à me donner toutes ces informations en commentaire, qu'on puisse discuter. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt et que tout se passe bien pour vous.